Bonsoir et bienvenue dans votre émission Ça vous parle. Bouleversement psychologique, physique, émotionnel ou encore sexuel, l'adolescence est une phase riche en changements et en émotions avec son lot d'inquiétudes pour le jeune comme pour les parents. Les premières relations amoureuses font partie de ces grandes découvertes, on en parle. Elles sont qualifiées d'amourettes de jeunesse et pourtant les premières relations amoureuses chez l'adolescent sont une étape de découverte marquante entre passion et inquiétude. Comment sont vécues ces premières relations amoureuses? Comment doit-on réagir en tant que parent face aux premières déceptions amoureuses? Ces premières relations auront-elles un impact sur leurs relations futures? Docteur Calandro, pédopsychiatre, répondra à toutes ces questions. Et nous aurons le témoignage anonyme de Léo, un adolescent de 15 ans tout au long de cette émission, avant de finir avec Chavi et son quiz. Docteur Calandro, bonsoir. Bonjour, bonsoir. La période de l'adolescence est un bouleversement total. Est-ce que l'on peut dire que l'amour tient une place importante, voire plus c'est importante? pas une place importante, c'est la place. La place essentielle, on va dire. Pour les adolescents, c'est ce qui est le plus important. Et effectivement, au début d'une relation amoureuse, ils sont sur un nuage. Et alors, il faut savoir que ça entraîne aussi des bouleversements hormonaux, que les hormones suivent. Les hormones du bonheur vont avec cette découverte. C'est la découverte de l'autre, c'est-à-dire qu'effectivement, jusqu'à maintenant, ils étaient dans leur famille, ils se savaient aimés par leurs parents, papa, maman, leurs grands-parents, leur entourage. Mais ils découvrent, c'est une forme de sécurité. Voilà, ils découvrent qu'on peut trouver de l'affection, de l'amour à l'extérieur. Et puis ils découvrent l'altérité, puisque c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Donc très souvent ça commence par un flash, c'est cette fille qui tout d'un coup vous plaît parce qu'elle a des yeux fabuleux, soit ce garçon qui effectivement est un garçon très protecteur, très sérieux, ou au contraire avec un corps bien sculpté, etc. Donc il y a tout un tas de raisons de tomber amoureux et ça tombe souvent très bien parce que l'autre en face réagit à vos appels du pied ou simplement à vos regards un peu soutenus. Donc, en général, le début, ça commence parfaitement. C'est plutôt la fin qui pose des problèmes. Mais le début, il est parfait. On découvre des choses nouvelles et on a l'impression de grandir d'un seul coup, d'être quelqu'un d'autre, puisqu'on n'est plus cet enfant dans les jupes de ses parents, de sa maman, mais on devient un adulte, un pré-adulte, un adolescent qui découvre l'amour et quelquefois aussi après la sexualité. À ses débuts, là, il se débrouille en fait. Il arrive à trouver la solution pour aller vers l'autre. C'est pas forcément un problème à ce moment-là. Oui, parce qu'il n'y a pas de manuel et c'est pas les cours d'éducation sexuelle au collège qui vous donnent des indications intéressantes. Et les parents, l'expérience des parents ne vous intéresse pas. Savoir comment vos parents ont papa a dragué maman, ça ne vous intéresse pas. Vous avez l'impression que vous êtes complètement différent et que ça va se passer complètement différemment. Et alors c'est souvent un peu les copains, les copines qui donnent des informations parce qu'eux, ils viennent de passer par là. Et c'est eux qui vous indiquent comment faire. Mais très souvent, ça se découvre, je dirais, spontanément, sans aucune indication, ni des copains, des copines, ni même encore moins des parents. Et encore moins d'un livre ou d'une émission. Alors, je vous propose d'écouter ce témoignage. Il s'agit de Léo, il a 15 ans. C'est un jeune lycéen. Il nous confie comment il vit ses relations amoureuses actuelles et il a souhaité rester anonyme. J'en ai eu 3, des vraies, longues relations. Il y en a, il y en a 2 où je me suis fait tromper par la fille. Et l'autre, c'est parce que on se supportait plus, il n'y a pas eu de tromperie, pardon. On s'est quittés, on s'est dit au revoir. C'était la meilleure séparation. Ce qui m'a étonné, c'est qu'on prend très vite goût à l'affection que l'autre personne nous porte et que dès qu'on l'a plus, ça fait un manque. L'affection que les je t'aime et tout ça, c'est un manque quand t'es plus en couple. En vrai, les toutes premières, quand j'ai appris que je m'étais fait tromper, en vrai ça fait mal à l'ego et ça fait mal quoi. De se rendre compte qu'en fait la personne avec qui tu pensais pas finir tes jours, mais quand on est petit entre guillemets,
on se projette un peu trop, je pense. Et du coup, voir que du jour au lendemain, il y a tout qui se casse et que t'apprends tout, ça fait mal. Déjà, ma mère, elle m'a toujours appris à rester respectueux, même quand c'est fini entre deux personnes. Du coup, toujours j'essaye de bonne continuation, j'espère que ça va bien se passer et tout pour toi. Mais au fond, t'as pas envie de l'insulter, mais quand t'as dépensé du temps, de l'énergie, de l'argent pour elle, c'est 2 fois d'affilée en plus, ça énerve forcément. Docteur Calandro? Oui, alors il décrit bien effectivement cette découverte et puis combien ça fait du bien de se sentir aimé. Ça fait du bien effectivement à son amour-propre, parce que quelquefois certains ados sont assez étonnés que quelqu'un d'autre s'intéresse à eux, parce qu'ils n'ont pas tellement confiance en eux, parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas désirables. Et se sentir désiré. Et ce qui dit bien aussi, c'est important, c'est ce côté où ça devient un peu une drogue. C'est-à-dire qu'effectivement, ces je t'aime répétés, ces petits gestes tendres, on s'y attache, les ados finissent par en avoir besoin. Et c'est d'ailleurs ce qui se passera au moment de la rupture amoureuse. Ça, c'est vraiment quelquefois un sentiment de manque, comme on a le même sentiment avec... et d'ailleurs, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, ça entraîne aussi des changements hormonaux. Et c'est dans ce sens-là aussi que, au moment de la rupture, ça sera d'autres changements hormonaux, mais pas les bonnes hormones, des hormones moins sympathiques. Alors, je le disais tout à l'heure, on qualifie souvent ces relations amoureuses comme des amourettes de jeunesse, sans grande importance, c'est ce qu'on peut entendre. Est-ce que c'est une erreur ? C'est une énorme erreur. C'est très très important pour le jeune. Et je dirais, c'est aussi quelque chose qui lui permet de grandir. C'est quelque chose, on n'est pas le même une fois qu'on a eu une relation amoureuse, une fois qu'on est sorti avec une fille, avec un garçon. On n'est plus le même parce qu'on a appris des choses, parce que c'est vraiment un rituel de passage vers l'âge adulte. Et c'est important de pas disqualifier ces amours qui sont, en plus pour le jeune, comme il le disait bien tout à l'heure, pour lui, c'est pour la vie. Quand on tombe amoureux, c'est pas pour quelques mois, c'est pas pour quelques semaines, mais on a l'impression qu'on a enfin trouvé la personne de sa vie, qu'on va rester avec elle, et on s'aime tellement qu'on n'imagine pas que cet amour puisse changer, puisse s'arrêter un jour. On entend aussi, il parle il dit que ça fait mal, on entend la douleur, c'est aussi lié à l'investissement, parce qu'il dit c'est beaucoup investi. Oui, et puis on a l'impression que, parce que de cet investissement, on reçoit aussi des retours, c'est-à-dire qu'effectivement, la fille n'est pas restée insensible à tout l'investissement, tout ce qu'il a fait pour elle. Elle lui répondait par des je t'aime. Et donc, bien évidemment, tout ça est fait partie de la vie, et ça envahit la vie de l'adolescent, je dirais. Il ne pense plus qu'à ça. Il continue à aller au collège, au lycée pour poursuivre ses études, mais son sujet premier, c'est elle, c'est lui. Et c'est vraiment à elle et à lui qu'il pense en se réveillant, qu'il pense en s'endormant. Et qui pense beaucoup dans la journée dès que elle ou lui ne sont pas à côté de lui, ou à côté d'elle. Vous recevez des ados dans votre cabinet. C'est quoi la problématique en rapport avec les relations amoureuses qui est le plus évoquée ? Alors le problème, c'est effectivement que cette relation amoureuse, malheureusement, quelquefois, elle va pas elle dure pas trop longtemps. Comme le disait Léo, il avait eu 2-3 ruptures, dont alors effectivement, il dit bien aussi que la troisième a été moins difficile que les 2 premières. Il a eu moins le sentiment d'être abandonné, d'être quitté. Pour la troisième, où ils sont serrés à la main, je dirais, ils sont séparés d'un commun accord. Alors que les 2 premières, on a l'impression qu'effectivement, pour lui, ça a été une perte, un deuil important, puisqu'effectivement, il pensait que tout cet investissement qu'il avait de cette compagne, de cette jeune fille, allait durer toujours. Alors c'est vrai que ça existe, quelquefois, vous avez des gens qui, à 50 ans ou 60 ans, vous disent on est ensemble depuis l'âge de 16 ans, on ne s'est jamais quitté, j'ai jamais connu aucun autre garçon, aucune autre fille. Donc ça existe aussi, mais c'est pas très souvent, effectivement, comme on est dans une période où on se cherche, au moment de l'adolescence, il y a un moment où l'autre finit, on s'aperçoit que l'autre ne correspondait pas vraiment totalement à ses attentes. Il y a des moments où on commence à avoir des conflits, des petits conflits. Quelquefois, d'ailleurs, l'entourage encourage ces conflits avec des rumeurs, en faisant courir des rumeurs sur le fait que, mais tu sais, elle a
des contacts avec un autre garçon quand tu n'étais pas là, en soirée, on l'a vu avec quelqu'un d'autre. Hein, donc il y a souvent aussi, quelquefois, l'entourage joue. Mais ce qui est très important aussi, il le dit bien, hein, ça fait mal à l'ego, et l'ego est très, très important dans tout ça, hein, parce que c'est aussi dans tout l'entourage, tous les amis, ils vous regardent différemment quand vous sortez avec une fille ou quand vous êtes seul. Hein, donc, Et c'est quoi le risque, en fait, justement, parce qu'on parle d'investissement, on parle là, on comprend qu'il y a un réel amour, et que ce n'est pas une amourette de jeunesse. C'est quoi le risque pour le ces risque jeunes? principal, c'est la dépression. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce jeune qui ne sort plus de sa chambre, qui ne veut plus voir personne, qui a l'impression qu'il ne pourra plus jamais revivre des relations amoureuses, qu'il a l'impression que... Alors surtout s'il est quitté. Hein, c'est le plus dur, c'est d'être quitté. Parce qu'en plus, très souvent, c'est un peu du jour au lendemain, tout allait bien hier et aujourd'hui, je reçois un SMS. Le pire, c'est la séparation par SMS, hein, ou par mail, hein, ou sur les réseaux sociaux. Hein, parce que quand on peut en parler quand même au téléphone, etc., c'est plus facile parce que on entend l'émotion de l'autre de part et d'autre. Hein, mais c'est toujours très très dur, toujours très mal vécu. Hein, et puis, c'est les hormones du stress, hein, qui viennent remplacer les hormones du plaisir. Et donc ce jeune, il est beaucoup moins bien physiquement déjà, mais psychiquement aussi. Hein, et très souvent, il se replie dans sa chambre, il ne s'intéresse plus à rien, il arrête de travailler, parce qu'à quoi bon travailler, puisque de toute façon, elle ne sera plus là pour voir ses résultats scolaires. Et puis, il n'a plus envie de rien. Hein, et c'est là où les parents peuvent être un peu présents, de manière discrète. Hein, il ne faut surtout pas arriver en disant, de toute façon, c'était... Hein, il ne faut surtout pas critiquer et pas de jugement sur cette relation qui vient de se terminer. Hein, surtout pas dire de toute façon elle n'était pas faite pour toi. Justement, on va écouter un autre témoignage de Léo qui justement parle de sa relation avec la réaction des parents. Voilà, la réaction de sa maman. J'ai vite rebondi parce que j'ai un cercle d'amis qui fait attention à moi, on va dire. Et on se sent trahi, quoi. Genre, du jour au lendemain, c'est fini. Genre, on se parle plus. Genre, on s'envoie au moins des centaines de messages par jour à on se dit plus bonjour, on se dit plus bonne nuit, on se dit plus rien. Avec ma mère, on a toujours eu ce lien qui fait que genre j'ai pas forcément de gêne à lui parler de ma vie sentimentale, de ma vie amicale, tout ça, elle est très ouverte. Et j'ai de la chance sur ça, parce que je sais qu'il y a des mères qui sont pas aussi ouvertes. Mais oui, c'est vrai qu'avec ma mère, j'en ai toujours parlé, elle m'a conseillé quand ça allait pas. Elle m'a calmé quand j'étais énervé, quand j'étais à deux doigts de rire. C'est grâce à elle que j'ai appris à pas prendre toutes les choses du bon côté, mais d'en sortir toujours un truc bon, même si ça s'est mal fini, d'en ressortir que il s'est passé des bons moments, des mauvais aussi, mais que c'est mieux de retenir les bons que les mauvais. Elle n'aurait pas été là, j'aurais été très triste. Et vriller, quand je dis vriller, c'est triste, pas dormir, pas manger, pas tout ça. Mais du coup, vu qu'elle était là, elle m'a dit non, ça sert à rien, retiens les bons moments et oublie les mauvais. Ouais, ça m'a aidé que de me sentir écouté, de me sentir qu'elle prenait en compte ce que je disais, quoi, pas qu'elle me faisait semblant de m'écouter et à la fin qu'elle oublie tout. Alors on entend, il dit l'importance d'avoir été écouté, peut-être aussi pris au sérieux par sa mère. Il faut de toute façon prendre ça au sérieux et surtout pas émettre des jugements en disant elle n'était pas faite pour toi ou c'était heureusement que vous vous séparez parce que vraiment nous ça nous plaisait pas du tout, elle nous plaisait pas du tout ou il ne nous plaisait pas du tout. Hein, donc il faut surtout pas émettre de jugement. Il faut être effectivement comme la maman de Léo, être présent.
hein, et être disponible. Après, il y a des mamans qui effectivement sont très à l'aise par rapport à ça, mais c'est la relation qui existait déjà avant, hein, qui se poursuit. Il y a aussi des adolescents qui ne veulent pas en parler à leurs parents, hein, qui se renferment. Les parents demandent mais qu'est-ce qui se passe, qu'ils voient bien, qu'il va pas bien, etc. Et l'ado leur répond c'est pas tes affaires. Voilà. Et qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là? S'il veut pas, est-ce qu'on doit absolument savoir Non, on ce ne doit qu'il a? absolument pas, parce qu'il a aussi souligné quelque chose qui est très important, c'est le cercle amical. Hein, c'est-à-dire que les amis, quand ils voient que vous êtes aussi mal après une rupture, ils sont là. Hein, et c'est souvent par ce biais-là que l'ado arrive à reprendre une vie sociale, à sortir de sa chambre, à aller vers les autres, à accepter de ressortir en soirée, etc. Et une chose aussi qu'on conseille, c'est de faire du sport. Parce que ce qu'il explique bien, c'est qu'il y a un vide. Hein, il y a un vide très important. Tous ces SMS qu'on échangeait dans la journée, tous ces contacts, tous ces regards même, hein, tout ça n'existe plus. Tout d'un coup, tout s'arrête. Et donc c'est un vide et il faut faire un peu le deuil de cette relation. Hein, accepter l'idée qu'effectivement, elle l'a quitté et elle ne reviendra plus. Alors le pire, c'est effectivement si elle l'a quitté pour un autre, hein, parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'il avait de plus que moi, qu'est-ce que j'ai... Et puis quelquefois aussi des côtés, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, un sentiment de culpabilité en se disant j'ai pas été à la hauteur. Hein, donc c'est important que les parents soient là, mais soient là de manière discrète. Hein, si tu as besoin de moi, si tu as envie d'en parler, et même, à la limite, je dirais presque demander l'autorisation à l'ado d'en parler, hein, parce que il n'a pas obligatoirement envie d'en parler. Et en plus, quand il est vraiment au fond du trou, au moment où il vient d'être quitté, il a surtout une envie, c'est qu'on le laisse tranquille, qu'on le laisse tout seul avec sa souffrance, avec sa tristesse, hein, et avec ses réflexions, hein, sur ce vide tout d'un coup intersidéral qui tout d'un coup l'assaille. Et parce que là, on entend quand même, il parle de vriller, il parle d'être très triste. Ça peut aller loin. Ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à la tentative de suicide. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, la vie a perdu toute saveur, puisqu'effectivement, toute la vie était autour de cette relation. Hein, et comme je le disais tout à l'heure, dès le matin, en se réveillant, il pensait à elle. Toute la journée, il pensait à elle, puisqu'il lui envoyait régulièrement des messages, etc. Et donc, tout d'un coup, la vie, il a l'impression qu'il est dans un tunnel, hein, et qu'il n'y a plus aucun plaisir, aucune chose intéressante, hein, puisque ce qui était la partie la plus intéressante de la vie a disparu. Et plus la relation a été forte, intense, et je dirais plus le manque va être intense. Hein, et quelquefois, on a des ados, effectivement, on a parlé de dépression, et ce qu'il décrit, effectivement, il décrit la tristesse, le fait qu'il dormait plus, qu'il ne mangeait plus, qu'il n'avait plus envie de rien. Et il décrit bien, c'est tous les aspects de tristesse. Et quelquefois, effectivement, c'est ce côté où la vie n'a plus aucun intérêt, plus aucune... Hein, et qu'à la limite, pourquoi pas se suicider, puisqu'effectivement, hein, il n'y a plus d'espoir d'une vie intéressante. Donc il faut quand même ne pas prendre au sérieux. Il faut prendre ça au sérieux, etc. Et quelquefois, on peut être amené à demander l'aide de psy, hein, parce qu'effectivement, il faut que l'adolescent, s'il n'arrive pas à en parler avec ses parents, s'il n'arrive pas à en parler avec ses amis, hein, il faut qu'il puisse en parler à un professionnel de manière à ce que quand même il arrive à comprendre ce qui se passe, hein, et qu'on puisse l'accompagner. Hein, éventuellement, s'il le faut, ça peut même aller jusqu'à un traitement. Hein, mais en général, une psychothérapie suffit, hein, à aider ce jeune à accepter, accepter de faire le deuil de cette relation. On va écouter le dernier témoignage de Léo. Je sais que ça prend pas une très grande place et beaucoup de personnes qui me disent que c'est pas bien, mais je préfère pas en prendre une. Je donne une place conséquente, mais pas une trop grosse place pour pas que si ça me nuise, que ça me change, entre guillemets. Donc j'en donne de la place, mais suffisamment pour que ça me préserve quand même. Je pense que plus tard, si je me remets en couple, je ferai beaucoup plus attention à ce que je dis, ce que je fais, ce que j'offre. Parce que, en fait, il y a plein de paroles que je dis, que je pense pas forcément sous l'énervement, tout ça. Il y a plein de choses que je fais aussi qui sont peut-être un peu trop tôt. Par exemple, quand j'aime quelqu'un beaucoup, j'offre beaucoup de cadeaux. Et je sais que c'est pas bien parce que des fois, des gens, ils veulent que ça, quoi. Ils cherchent pas la relation derrière.
Du coup, voilà, faire attention à ce que je dis, ce que je fais, ce que je donne. Moins naïf, je dirais. Docteur Calandro, est-ce que ces relations amoureuses étant ados, elles ont un impact sur les relations futures? Oui, bien sûr. Il faut y voir un côté positif dans ces ruptures. C'est-à-dire que c'est un rituel de passage, c'est une façon de grandir, comme il le dit bien. Il ne va pas rentrer dans une nouvelle relation amoureuse de la même façon qu'il l'a fait la première fois. Il a réfléchi, il a regardé il comprend un petit peu aussi ce qui a fait que ça a abouti à une rupture. Et il dit bien aussi que il voit bien qu'il n'a pas toujours fait comme il fallait exactement. Il parle des paroles qui ont pu être j'allais dire envoyées sous le coup d'énervement. Et donc c'est une façon il a grandi, il a grandi dans sa relation amoureuse, dans sa façon d'être amoureux, et c'est comme ça effectivement qu'il va pouvoir effectivement construire une relation de couple plus solide, puisqu'effectivement elle sera moins sous l'effet du flash elle sera plus construite, réfléchie. Et en particulier, il parle effectivement des cadeaux qu'il a offerts. Il avait peut-être beaucoup de plaisir à offrir, mais il réalisait peut-être pas que les cadeaux étaient peut-être pas adaptés à la personne, ou que finalement, en offrant trop de cadeaux, j'allais dire, il achetait un petit peu cette relation amoureuse, ou tout au moins qu'il rendait la personne avec qui il était intéressé par la relation amoureuse, puisque c'était aussi source de beaucoup de cadeaux. Là, c'est une forme d'apprentissage, un peu. Est-ce qu'il faut s'inquiéter quand on a un adolescent qui n'a aucune relation amoureuse? Alors oui, mais le problème, c'est il ne faut pas avoir des relations amoureuses pour avoir des relations amoureuses. Très souvent, les parents s'inquiètent parce qu'ils disent « mais il a 17 ans, il n'a toujours pas eu de copine, etc. » Et certains ados vous disent oui, mais c'est pour plus tard, je ne suis pas encore prêt. Ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas parce qu'ils sont branchés sur d'autres choses, ils ont d'autres passions. Et alors c'est vrai aussi qu'il y a des ados qui sont assez timides, etc. Et qui ils attendent que quelqu'un fasse un pas vers eux. Mais il ne faut pas s'inquiéter trop là-dessus. Il n'y a pas un âge standard où on doit avoir des relations amoureuses. Il y en a qui commencent très tôt. Il y en a au contraire qui commencent très tard, et c'est pas pour autant qu'elles seront moins réussies et moins longues. Ça dépend de chacun. Chacun a sa personnalité, chacun rentre dans les relations amoureuses avec sa personnalité, avec ses désirs surtout. Le désir de l'autre, il n'existe pas obligatoirement. On ne claque pas dans ses doigts pour avoir envie d'une relation amoureuse. Pour qu'une fille ou un garçon vous plaise, on ne sait pas, on ne décide pas un jour. C'est aussi le moment de la rencontre et la bonne personne au bon moment. Il faut laisser le temps faire agir et pas bousculer les choses. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Déjà. Oui, déjà. Merci, Dr Calandro, pour toutes ces précieuses informations. On va se quitter. On va retrouver Xavi et son quiz. Bonsoir Xavi. Bonsoir tous les deux, vous allez bien? Oui, comme d'habitude. C'est très bien passé, merci pour toutes ces belles informations. Maintenant nous allons vous coller. Je me demandais qui allait répondre au quiz. Merci vous. Il y a Falaï, mais je pense que vous allez avoir plus d'infos. Allez, on y va avec cette première question. On parlait des premiers amours. Quel pourcentage de personnes se sont mariées avec leur premier amour? Là, on parle de mariage carrément. Est-ce que c'est petit A 2%, petit B 19%, petit C 39%? Je dirais 2%, parce que je ne pense pas qu'il y en ait tant que ça. 2% pour vous? Moi, je pense que c'est vraiment très minime. Alors j'aurais peut-être dû préciser que mon étude se ciblait jusqu'aux personnes nées en 1987. Il s'agit de 19%. Ah oui, non, évidemment, si vous prenez des vieux. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de voir. Il y a un petit bruitage maintenant quand vous vous trompez. C'est horrible. La production est horrible. Bravo les amis. J'adore. Combien de fois en moyenne nous tombons amoureux dans notre vie? Je crois qu'on a vaguement abordé le sujet tout à l'heure. Vous avez des réponses quand même. Petit A, 1 fois. Petit B, 6 fois. Petit C, 3 fois. L'amour, le vrai, celui qui te... Je dirais 3 fois, moi. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire 6. Et c'était 3, Falaï, je suis fier de toi. Évidemment, ça dépend des personnes, encore une fois. J'allais dire entre 3 et 6, de toute façon. Donc. On a une vie pas assez longue pour en faire 6. Il y en a qu'on déchire plus. C'est beaucoup, 3, c'est pas assez, je trouve. Ouais, c'est vrai. Mais on parle de vrai grand amour. Allez, selon les psychologues, à partir de quel âge peut-on s'intéresser et s'investir dans une histoire d'amour? Petit A, 12 ans. Petit B, 7 ans. Petit C, 18 ans.
Si je parle de mon cas personnel, moi, j'ai été amoureux effectivement à 7 ans, mais j'ai encore le souvenir de ma première amourette. Mais investissement, je pense qu'on est un peu plus dans les 18 ans peut-être. 18 6, c'était 12. C'est 12, ouais, alors c'est l'arrivée de la puberté évidemment. Et puis quand on est enfant, la plupart des enfants pensent qu'à jouer. Donc c'est vrai qu'à partir de 12 ans, on commence à maternelle, il y a beaucoup de... C'est vrai, moi j'étais un amoureux de maternelle. À la crèche, Non, mais, clairement, ça ne me concernait pas. Vous non plus, visiblement. Pourquoi séparait-on filles et garçons dans l'enseignement primaire et secondaire avant 1976 ? 3 réponses possibles, même si je sais que vous les avez plus ou moins. Petit A, afin d'éviter toute tentation. Petit B, pour différencier l'éducation propre aux différents sexes, c'est-à-dire les garçons, on leur apprend à travailler le bâtiment et les filles à faire de la couture. Petit C, pour éviter que garçons et filles se chamaillent. Petit A, petit B ou petit C. Je vous laisse. Moi, j'étais plutôt pour le petit A, c'était pour éviter effectivement qu'ils soient distraits et qu'il fallait qu'ils s'intéressent uniquement à la scolarité. Tout à Moi, fait. j'ai eu la chance d'être jusqu'au lycée, je n'avais jamais vu une fille dans ma classe. Wow, les enseignants étaient que des hommes. Waouh. C'est vrai que c'était une autre époque. C'est très particulier, c'est une autre époque, c'était la fin d'une époque. Tout à fait. Donc la réponse ? Eh bien, il y en a 2 qui sont bonnes, afin d'éviter toute tentation, comme vous l'avez dit, mais aussi pour différencier l'éducation propre à chaque sexe. On n'apprenait pas la même chose aux garçons qu'on apprenait aux filles. On était dans l'époque où chacun avait ses tâches. Ce n'est plus le cas, d'ailleurs. Ouais, tant mieux, merci. Les cours de gymnastique, etc. On ne fait pas faire les mêmes sports aux garçons aux filles. Merci d'avoir joué. Merci Xavi, merci Dr Calandro encore une fois. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.